Véritable démonstration de force de la junte au pouvoir au Mali. À son appel, une marée humaine s'est emparée des grandes villes du Mali. Non aux sanctions de la CEDEAO, soutien à la transition. La communauté internationale a été interpellée par plusieurs milliers de manifestants ce vendredi. Des scènes de guérilla urbaine à Bobo-Dioulasso, chaude journée hier marquée par des courses-poursuites entre étudiants et policiers. On dénombre des blessés et des arrestations. Qu'est-ce qui se passe entre les étudiants et les autorités universitaires? Toutes les réactions à suivre dans ce journal. À suivre également ce soir, toutes les précisions sur le plan de riposte du gouvernement face à l'apparition des cas de grippe aviaire dans plusieurs localités du pays. Moussa Kabouré, ministre en charge des ressources animales, était face à la presse ce vendredi. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Les grandes villes maliennes, comme vous ne les avez jamais vues, des mobilisations exceptionnelles pour protester contre les sanctions de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'appel de la junte au pouvoir, les populations ont pris d'assaut la place de l'indépendance de Bamako ce vendredi. Une seule volonté à l'affiche, exprimer leur souveraineté vis-à-vis des sanctions internationales. Nous y reviendrons en son et en image avant la fin de ce journal. Manifestation également au Burkina Faso, plus précisément à Bobo-Dioulasso. Une manifestation violente marquée par des jets de gaz lacrymogène et des courses-poursuites entre policiers et étudiants. Les étudiants crient à une répression barbare. Les faits se sont déroulés hier matin, donc, lors d'une assemblée générale à l'université Nazi Boni. C'est le résultat d'un bras de fer entre les étudiants et les autorités universitaires qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Des sanctions prises contre 4 étudiants seraient la pomme de discorde entre les deux parties. Soto Justin Dabiré, explication. Des jeux de pierre, des pneus brûlés contre des tirs de gaz lacrymogène, la tension était vive entre les étudiants de l'université Nazi Boni et les forces de l'ordre. L'Assemblée générale prévue pour se tenir dans un amphi de l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA a fini par une course-poursuite entre policiers et étudiants. Alors, il faut le dire, depuis la reprise, avec la suspension de 4 étudiants durant le mois de décembre, la présidence s'attendait au retour à ce que les étudiants manifestent. Mais les étudiants ont eu l'intelligence de lui montrer qu'ils ne sont pas à un tel niveau. Ils ont attendu et ils ont estimé qu'il faut aller en Assemblée générale pour dégager leurs perspectives. Et c'est cette Assemblée générale dont on nous refuse la tenue. Et cette journée, comme vous l'avez constaté sur le terrain, est marquée par une répression barbare. Des étudiants sont blessés. La CRS a fait usage de gaz lacrymogène jusqu'à même aller utiliser des balles. Et vous voyez, j'ai en main une balle qui n'a même pas encore explosé. Donc c'est ce matériel que la police a utilisé pour réprimer impunément les étudiants. Selon le président de l'université Nazi Boni, la coalition mise en place par les étudiants s'inscrit dans un cadre illégal. La coalition avec 2 porte-paroles. Je ne sais pas cette coalition de quelle structure, sans aucun document. Et il n'y a que 2 porte-paroles qui viennent, qui disent que bon, ils veulent justement occuper des amphis ou tenir une assemblée générale. Je dis non. Il faut mieux vous identifier. Et si la coalition existe, que vous faites effectivement officiellement reconnaître, et puis bon, vous m'envoyez les documents. Une fois que j'ai les documents, ensuite les responsabilités. Nullement, je suis contre, et je ne réprime pas une activité des étudiants. Maintenant, pourvu que ceci s'inscrive quand même dans un cadre légal. À en croire le président de l'ANER Bobo, c'est pour faire face à un certain nombre de difficultés que traversent les étudiants de l'université Nazi Boni qu'ils ont mis en place la coalition. Une coalition qui regroupe des structures à caractère syndical comme l'ANEB et la FECIBF et des délégués d'étudiants. Il y a des étudiants qui ont manifesté le 10 novembre dernier et que parmi ces étudiants, le président a décidé de convoquer 4 étudiants qu'il a exclus ou du moins suspendus pour 5 ans. Et
Au niveau de la coalition, nous estimons qu'il n'y a pas de base légale ni légitime sur laquelle les étudiants étaient exclus. À ces préoccupations, le président de l'université Nazi Boni apporte des réponses. Maké Ouedraogo se veut tout de même ferme sur la décision rendue par le conseil de discipline. Les étudiants suspendus pour 5 ans ne seront plus rétablis, soutient-il. Je leur demande ici, n'est-ce pas, je vais les examiner et transmettre au conseiller juridique. Et c'est au conseiller juridique de voir si c'est recevable, parce que moi, par rapport à ce que le conseil est souverain. C'est un organe souverain, donc je ne peux pas m'asseoir et puis cheminer, comme on appelle ça, abolir tout ce qui a été dit. Mais le conseiller juridique enverrait la lettre si c'est recevable au conseil de discipline. Maintenant, ce qu'ils prendront comme décision, moi, je porterai à leur connaissance. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ces sanctions sont là, ils sont expulsés, ils sont 4. Voilà, ça, en tout cas, c'est clair. Au cours de la manifestation, certains étudiants ont été blessés et d'autres interpellés par les forces de l'ordre. Les étudiants interpellés seront auditionnés avant toute libération, a confié le président de l'université Nazi Boni. Je vous le disais plus haut, nous y sommes, les grandes villes maliennes, comme vous ne les avez jamais vues, des mobilisations exceptionnelles pour protester contre les sanctions de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'appel de la junte au pouvoir, les populations ont pris d'assaut la place de l'indépendance de Bamako ce vendredi. Une seule volonté à l'affiche, exprimer leur souveraineté vis-à-vis des sanctions internationales. Roméo Koïta. À l'appel des autorités de la transition, des milliers de Maliens parés aux couleurs nationales se sont massivement mobilisés à Bamako pour exprimer leur mécontentement contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Face aux manifestants, le Premier ministre Choguel Maïga et son ministre de l'Intérieur tiennent des discours guerriers. Et Dieu et le peuple, Dieu et le peuple, sans avec le gouvernement de transition, sans avec les autorités. Et c'est pourquoi tous ceux qui vont se mettre contre cette transition, Dieu ne les aidera pas, Dieu va leur barrer la route. Certains partenaires ont faussement interprété l'humilité et le sens du dialogue du peuple malien comme étant de la faiblesse. Tout en ignorant l'une des trames importantes de l'histoire du Mali, à savoir la capacité d'affronter la pression lorsqu'on est poussé dans notre dernier retranchement. Les autorités de la transition malienne estiment ne pas vouloir engager un bras de fer avec les institutions sous-régionales et leurs partenaires internationaux, mais elles se disent intransigeantes dans la défense des intérêts du peuple malien. Dans ce sens, Assimi Goïta vient de valider un plan de riposte gouvernemental aux sanctions ouest-africaines. Aujourd'hui même, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, a validé un plan de riposte pour la sauvegarde de la souveraineté et la défense de l'intégrité du Mali. Grâce à ce plan, le gouvernement prend l'engagement d'approvisionner normalement les populations en produits de première nécessité et de sanctuariser notre territoire. Selon plusieurs sources, les manifestations de soutien aux autorités de la transition ont eu lieu dans plusieurs villes du pays comme Tombouctou, Kadjolo, une localité frontalière avec la Côte d'Ivoire, ou encore à Bougounil, dans le sud du pays. La junte appelle à l'union sacrée du peuple malien face à l'adversité et pour sauvegarder la souveraineté de l'État malien. En dépit de ces grandes divergences entre Bamako et les institutions sous-régionales, les autorités maliennes se disent tout de même ouvertes au dialogue. Dans l'actualité de ce 14 janvier, il y a également cette sortie du gouvernement. 2 ministres face à la presse au cœur d'échanges. La santé des Burkinabés. Le ministre de la Santé insiste sur la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19 au regard de l'évolution de la maladie. Attention, elle continue de tuer 339 Burkinabés
ont déjà trouvé la mort depuis le début de la pandémie. Outre la Covid-19, c'est la grippe aviaire qui fait réagir. Cette maladie infectieuse qui attaque la volaille domestique, les oiseaux sauvages et les personnes en contact étroit avec ces animaux atteints apparaît au Burkina Faso pour la 3e fois. Dans la foulée, on annonce un plan de riposte gouvernemental. C'est l'annonce faite ce vendredi par le ministre en charge des ressources animales. Plus de précisions avec Benjamin Kwame. Il y a des cas de grippe aviaire enregistrés au moins dans cette région au Burkina Faso. C'est au total 47 foyers qui ont été confirmés dans les cascades, le centre-ouest, le centre-sud, le nord ou le plateau central. La grippe aviaire, cette maladie qui affecte les volailles domestiques ou les oiseaux sauvages, a déjà décimé environ 500 000 volailles et occasionné la perte d'1 300 000 plaquettes d'œufs de consommation. À ce jour, il n'y a pas de remède contre cette maladie qui réduit les pontes, trouble la respiration et peut causer la mort de 100% de l'effectif d'une volaille. Je confirme qu'il n'y a pas de médicaments pour traiter ce virus-là. C'est pourquoi il est important de beaucoup plus travailler sur la prévention, parce que dès qu'elle est là, la seule chose qui reste, c'est d'abattre. Si l'animal est mort, il est fortement déconseillé pour l'homme de le manipuler sans mesure préventive comme porter des gants ou un cache-nez au risque de contracter ou inhaler des batteries qui vont ainsi créer des grippes ou des soucis respiratoires chez l'enfant. Dans tous les cas, il faut respecter les mesures préventives qui suivent. Déjà, si vous avez une bête qui est malade, ce n'est pas la peine déjà de penser que vous allez l'amener au marché, ce n'est pas la peine de penser que vous pouvez manger, il n'y a rien. C'est pourquoi d'ailleurs, même quand l'animal est sain, nous disons, avant de consommer, il faut vraiment très bien traiter l'animal. Il faut éviter de manipuler l'animal. Il faut bien cuire l'animal avant de la consommer. Le gouvernement, déployant ses bactéries de riposte, n'oublie pas la Covid-19 avec le variant Omicron qui continue d'affecter plusieurs personnes. À la date du 12 janvier, on enregistre 339 décès et 20 047 cas confirmés cumulés de Covid-19 et 18 355 personnes guéries au cours de la même période. La campagne de vaccination se poursuit pour atteindre les 70% de vaccinés d'ici décembre 2022. C'est une question multisectorielle, multidisciplinaire. Et pour réussir ce combat, nous devons avoir une approche holistique et une collaboration intersectorielle afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'impliquer pour que nous puissions atteindre cette cible-là. En ce qui concerne la quantité de vaccins, nous en avons suffisamment pour atteindre cette couverture et les ressources ont également été mobilisées. Pour l'heure, la vaccination n'est pas obligée, même si la législation le permet, précise le ministre de la Santé, et la résurgence de la maladie peut s'expliquer à divers niveaux. La raison est multifactorielle, climatique, géographique, etc. Et donc, une seule raison ne peut pas justifier la recrudescence de la maladie. Retenez que ce n'est pas spécifique au Burkina, c'est une recrudescence mondiale. Pour la prise en charge des cas graves liés à la Covid-19, le ministre de la Santé rassure que les hôpitaux publics disposent de plateaux techniques adéquats, des respirateurs et oxygène à Dori, à Fada, à Bobo-Dioulasso, à Yalgado, à Bogodogo, à Banfora, à Koudougou, à Tenkodogo et dans bien d'autres villes du pays. Comment harmoniser les dépenses publiques au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Des innovations sont apportées dans le cadre juridique, financier et comptable du Burkina Faso. C'est l'heure de porter ces innovations à l'attention des acteurs, des établissements publics de l'État et des cadres de la Direction générale du Trésor. Alexis Belemnaba. Une session de formation pour renforcer la capacité des acteurs des entreprises publiques de l'État sur le nouveau cadre juridique, financier et comptable. Un exercice qui répond aux obligations des innovations des textes constatés au sein de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette initiative est d'une ministère en charge de l'économie à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les innovations
sont à 3 niveaux. Dans un premier temps, c'est le régime financier, au niveau du régime financier et comptable. Deuxièmement, au niveau de la nomenclature budgétaire. Et troisièmement, au niveau du plan comptable. Donc si nous prenons par exemple au niveau du régime financier et comptable, la première des innovations, dans le cadre de l'exécution des dépenses publiques, il y a la suppression de l'intervention du contrôleur financier pour plus de célérité dans l'exécution des dépenses, par exemple. Comme deuxième innovation, nous avons la suppression des redondances en matière de contrôle. Donc chaque acteur se concentre sur les aspects qui engagent sa responsabilité. Ces innovations découlent de l'internalisation des directives de l'UEMOA qui veut harmoniser les dépenses publiques au sein de l'Union et les établissements publics de l'État burkinabé qui contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques définies par l'État ne doivent pas déroger à cette règle. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, ces innovations permettront d'impacter positivement le secteur. Ce nouveau cadre juridique, financier et comptable consacre un certain nombre d'innovations qui impactent significativement les procédures budgétaires et comptables actuelles au niveau des EPE. Au regard de l'importance de ces innovations, il est impératif que les capacités des principaux acteurs que vous êtes soient renforcées afin de vous permettre de vous imprégner des changements opérés et de favoriser une application harmonieuse du nouveau régime financier et comptable des EPE, d'où l'organisation des présentes sessions de formation. 6 thématiques principales seront abordées. Il s'agit entre autres de la présentation du cadre juridique, les changements opérés dans la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des EPE et la présentation du guide de contrôle interne comptable des EPE. 400 personnes seront formées. Près de 3000 tonnes de vivres pour assurer la cantine scolaire d'environ 250 000 élèves de la région du Centre-Nord. Le projet Beobiga 3 a pris son essor, un projet mis en œuvre par l'ONG catholique Relief Services. On retrouve Alexis Blemnaba pour plus de précisions. C'est le top départ des convois pour servir des cantines scolaires à 911 écoles primaires et préscolaires des provinces du BAM, du Namentenga et du Salmantenga dans la région du Centre-Nord. Ces 2950 tonnes de vivres sont composées de boulgour, de lentilles, de farine de maïs et d'huile végétale. Ce geste est de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, au ministère en charge de l'Éducation nationale. Cette dotation scolaire 2021-2022 du projet Beobiga 3 est financée par le département de l'agriculture des États-Unis à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. Elle vise à accompagner le fonctionnement des cantines scolaires au profit d'environ 250 000 élèves dans cette région. Avec Monsieur le ministre, avec Monsieur le gouverneur, avec les autres partenaires ici, pour la livraison de toutes ces denrées alimentaires, pour soutenir la nutrition et l'éducation ici au Burkina Faso, surtout dans la région du Centre-Nord. Comme Monsieur le ministre a expliqué, ça fait partie de phase 3 de ce programme que nous avons qui est mis en œuvre par Catholic Relief Services et qui est un programme de notre département d'agriculture aux États-Unis. Et nous sommes très contents que nous pouvons continuer ce programme. Ce projet est mis en œuvre depuis 2011 par Catholic Relief Services. Entre 2019 et 2021, ce sont plus de 5000 tonnes de vivres qui ont été mis à la disposition du ministère en charge de l'Éducation nationale. Le département du professeur Stanislas Ouaro se réjouit de ce don qui vient renforcer la sécurité alimentaire. Donc c'est le lieu pour moi de me réjouir et de saluer donc justement cette mise à disposition régulière à travers ce projet du gouvernement américain à travers donc, le département d'État de l'agriculture, mais aussi donc, traduire ma joie au nom du gouvernement pour la prolongation donc, de ce projet en phase 4. Et nous allons continuer de travailler, de respecter nos engagements, de façon à ce que la qualité de la réalisation de ce projet permette qu'au-delà de 2025, les efforts du gouvernement soient renforcés. Vous savez que nous mettons à disposition des écoles primaires et préscolaires du pays autour de 19 milliards de francs CFA à peu près.
pour les vivres. Et donc, vous avez donc CRS qui nous accompagne. Ils prennent en charge donc une région et il y a d'autres partenaires qui prennent en charge aussi d'autres localités, de façon à ce que cet ensemble permette aux élèves de bénéficier d'alimentation scolaire pour lutter contre donc, les déperditions, les décrochages précoces, les abandons et le maintien des filles à l'école. La phase 3 du projet Beourbiga est à son terme et la phase 4 est annoncée avec une enveloppe de plus de 12 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans. En lieu et place de l'assistanat, elle apporte une nouvelle approche du développement local. L'OCADES Kupela met en œuvre ce nouveau programme de renforcement des capacités de résilience des populations de 6 régions du Burkina Faso, intitulé Giving for Change, ou Donner pour le changement. Le programme est financé par le gouvernement des Pays-Bas. Alexis Belemnaba. Giving for Change ou Donner pour le changement est un programme quinquennal de promotion du développement endogène. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs et structures de la société civile afin de susciter en eux l'esprit du développement communautaire. Nos populations avaient habitué à ce qu'on appelle l'assistanat. Et aujourd'hui, tout est en train de diminuer avec les priorités des bailleurs de fonds. Et il a fallu que nous, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à exister, pour continuer à financer nos différents projets. Donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble pour voir quelle est l'approche que nous pouvons essayer de faire autrement pour continuer à exister. Donc ce qui nous a amené à développer ce programme. Ce programme qui définit une nouvelle vision du développement local est financé par le gouvernement des Pays-Bas. L'OCADES Kupela est le partenaire de mise en œuvre et entend jouer sa partition dans la promotion du développement local. Bon, c'est surtout des activités de renforcement des capacités au profit des associations, des groupements de femmes et des jeunes, des activités aussi de formation au profit des médias, les journalistes que vous êtes, sur le développement endogène. Et pour ce qui concerne les associations, on va les former de manière à les aider à pouvoir mobiliser des fonds, des ressources. Voilà. Les associations, on va organiser des sessions de formation sur la question du genre, les violences basées sur le genre, le développement endogène. Pour la concrétisation du projet, 6 associations et 3 radios locales sont retenues pour prendre part au renforcement de leurs capacités et de mobilisation des ressources financières. Nous, en tant qu'association, nous avons pour attendre d'avoir les capacités nécessaires, d'avoir toutes les forces et ressources nécessaires pour pouvoir nous-mêmes mobiliser des ressources avec des partenaires locaux, des partenaires nationaux, voire internationaux, pour pouvoir mettre en œuvre les projets de nos associations. Le programme intervient dans 6 régions du Burkina Faso. À terme, les groupements et associations qui interviennent dans le projet devront être des catalyseurs pour un changement vrai au sein de leur communauté. Zoom ce soir sur une infrastructure qui incarne une vision, celle du leader de la révolution burkinabé. Le théâtre populaire Désiré Bonogo, construit sous la révolution de Thomas Sankara, avait pour but de rendre accessible l'art et la culture aux masses populaires. Mais une trentaine d'années après, l'ouvrage n'est que l'ombre de lui-même. Il n'existe que de nom. Les autorités en charge de la culture sont interpellées sur la nécessité de réhabiliter cet espace culturel. Abdou Aziz Sari. Inauguré en 1986 sous la Révolution, le théâtre populaire Désiré Bonogo a perdu son lustre d'antan. Peinture détériorée, podium et escalier dans un état de décrépitude très avancé, cet espace culturel est devenu en un mot une végétation d'arbres au grand bonheur des oiseaux. Pourtant, en réalisant cette infrastructure, l'objectif de l'initiateur, feu capitaine Thomas Sankara, était de rendre l'art et la culture accessibles à toutes les couches de la société. Dans sa vision, chaque grande ville du Burkina devrait avoir son théâtre populaire où que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois étudiant, que tu sois paysan, que tu sois mécanicien, que tu sois plombier, que ce lieu soit la maison de tous où on se retrouve pour partager
pour se rencontrer et en même temps cela met l'art, l'humain au centre de nos vies, de notre préoccupation. Selon les acteurs culturels, cet espace a servi de cadre de formation pour de nombreux jeunes qui aujourd'hui prospèrent en tant qu'artistes. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à digérer son abandon dans un pays dit culturel. À travers le FESPACO, à travers le CIAO, tous ces événements que nous avons, les récréatrales, tous ces événements vendent l'image de notre pays, de la ville de Ouagadougou à travers le monde. Et voir que les efforts sont vains et que notre action est polluée par tout simplement des choses qui doivent être faites par les pouvoirs publics ne sont pas faites. Et là, ça donne de la rancœur, ça donne envie de s'élever et puis dire non, quoi. Pourtant, le maire de la ville de Ouagadougou avait promis en 2020, lors de la 13e édition du Festival Dialogue de Corps, de réhabiliter cet espace. Mais jusque-là, rien. Nous lui avons remis un document d'études architecturales par rapport aux travaux de réhabilitation, de révitalisation de ce lieu, de ce théâtre. Mais aujourd'hui, j'avoue pourquoi nous ne sommes pas écoutés, invités pour échanger et pour se donner des idées, pour avancer. Le théâtre populaire Désiré Bonogo a urgemment besoin de renaître de ses cendres afin de pouvoir jouer son rôle dans le paysage culturel. Et nous appelons vivement les responsables, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit la ville de Ouagadougou, à prendre conscience de ce patrimoine, le patrimoine de l'État, ce patrimoine riche et culturel, ce théâtre mythique qui est de jour en jour dégradé et puis qui nous donne de la peine. En plus de la réhabilitation du théâtre populaire, les autorités sont aussi invitées à trouver une solution au dépotoir qui côtoie le centre de développement chorégraphique La Termitière. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous suivez depuis la commune de Doulougou dans le Bazéga, vous le faites bien. Merci grandement de cet honneur. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.